Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré cette semaine à un phénomène de société, sexe et drogue en milieu scolaire, analyse sociologique et pistes de solutions, avec deux sociologues justement que nous avons au plateau. Je vais vous les présenter, Alex Kambitib Dantar et Djabigou, qui nous fait l'honneur d'être là. Il est sociologue, gestionnaire des ressources humaines. Nous sommes également avec Dr Jean-Paul Akakwa-Yagnon. Il est sociologue, enseignant au département de sociologie à l'Université de Lomé, chercheur à l'unité de recherche démographique à Lomé. Chers invités, chers sociologues, merci d'être au plateau. Merci Gilles, bonsoir. Oui, je rappelle que nous serons rejoints au cours de la seconde partie par l'homme politique togolais, député à l'Assemblée nationale, Jerry Tama, il est chef d'entreprise également. Nous aurons aussi l'éclairage pour explorer les dimensions métaphysiques de ce phénomène des sextapes en milieu scolaire d'un métaphysicien, Mathieu Godson. Ce sera au cours de la seconde partie où vous aussi, téléspectateurs, vous aurez la possibilité de participer en direct à cette émission en nous posant des questions à travers nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et WhatsApp. Chers invités, vous avez suivi comme nous la circulation de ces vidéos obscènes, des scènes à la limite pornographiques issues des milieux scolaires, circulant sur les réseaux sociaux, des sextapes en milieu scolaire. En êtes-vous choqué ou simplement vous pensez que c'est un phénomène qui est dans l'air de temps? Monsieur Akakwa-Yagnon, je commence avec vous. Alors, merci Gilles, merci à tous les téléspectateurs et merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en tant que sociologue sur cette question, cette préoccupation de l'heure. La question de savoir si nous sommes surpris ou si c'est un phénomène du temps, je pense que la question de la sexualité, elle n'est pas nouvelle. En fait, la sexualité des adolescents, elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisque depuis toujours, nous avons vécu la vie sexuelle de par le passé. Mais c'est la dimension que ça prend qui est nouvelle, en fait, aujourd'hui, parce que ça prend plus d'ampleur et ça prend des formes d'exhibition, en fait, sur les réseaux sociaux, etc. Du voyeurisme. Du voyeurisme. Donc, moi, je pense quand même que de par le passé, il y avait une certaine pudeur, même si on veut exprimer sa sexualité, on le faisait soit dans les cachettes ou en tout cas dans un milieu beaucoup plus restreint. Mais ça prend une dimension parce que j'ai vu les vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de l'exhibitionnisme, c'est un concours de danse, c'est du challenge. Et ça, c'est là où ça devient vraiment un problème de société. Donc pour vous, c'est un phénomène aussi vieux que le temps. Ce qui change maintenant, c'est l'aspect médiatisation, c'est l'aspect visibilité. Bien sûr, je crois que je m'en souviens très bien. J'ai eu à rencontrer des camarades dans les toilettes, ça je m'en souviens très bien. Bon, je pense que c'est la question de la sexualité, elle est vécue depuis... Des camarades qui peuvent vous ressembler aussi. Hein? De mon jeune âge, je m'en souviens très bien j'ai retrouvé dans les toilettes deux camarades, j'étais au CEG, qui, en tout cas, se livraient aux ébats sexuels. Donc, je puis dire que c'est un ancien phénomène et qu'on faisait en cherchant quand même de l'étouffer ou à l'insu des parents ou à l'insu du corps professoral. Mais la dimension que ça prend aujourd'hui, ça prend en plus des dimensions de libertinage et ça remet en cause même l'identité de l'école. Oui. Alex Djabigou, est-ce que vous partagez ce point de vue, ce qu'on voit pas seulement à Lomé, mais dans les capitales africaines, un phénomène occidental qui est en train de se retrouver, de se répandre dans les milieux africains, finalement? Bon, moi, je n'irai pas dans le même sens que mon collègue. Comme il l'a dit, la question de la sexualité n'est pas seulement un problème africain. C'est un problème qui a toujours existé depuis belle lurette. Et puis, quand on parle de voyeurisme, je pense que c'est plutôt aujourd'hui le développement des nouvelles technologies qui met en exergue plus les choses. Sinon, c'est des choses qui existaient, qu'on a toujours vécues. Il dit, le collègue l'a dit tantôt, qu'il a été témoin
plusieurs reprises quand il était plus jeune, pour dire que, enfin, moi, je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas du tout choqué. Vous voulez dire que ce phénomène existait dans les mêmes proportions, autant d'élèves en classe, au vu pratiquement au su de tout le monde qui se livre à des scènes à la limite pornographiques. Vous voulez nous dire que... Oui, à mon avis, c'est un truc qui existait depuis. Nous tous, nous avons fait le collège. Nous avons fait le cursus scolaire et des scandales de ce genre font légion dans nos écoles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est qu'on a ces outils qui sont à notre disposition, qui font que, bon, on arrive à vulgariser la chose de façon grandiose. C'est ce qui semble peut-être choquer les gens, mais... Mais peut-être ces phénomènes existaient. Est-ce que ce n'était pas à une dimension isolée, on va dire, hein, des actes isolés dans le temps? Mais aujourd'hui, ça semble contaminer un plus grand nombre de personnes, non? Oui, je me suis réservé d'aller dans l'analyse des causes de ce phénomène, mais je pense quand même que c'était des phénomènes qui étaient récurrents, mais on a l'impression qu'il y a un changement de personnalité, une autre dimension que le phénomène prend. Quand vous analysez ce phénomène, vous voyez que ça prend... toutes les régions, en fait. Ce n'est pas une spécificité de la région maritime au Togo. Donc ce n'est pas un phénomène spécialement urbain? Ce n'est pas un phénomène spécialement urbain. Je pense que j'ai eu l'occasion de travailler à l'URD sur des questions de ce genre, où nous avons mené des études diagnostiques. Une unité de recherche démographique. Oui, voilà. Donc dans les milieux ruraux aussi, vous constatez... Nous avons fait une étude nationale pour rechercher en fait si les questions de sexualité des adolescentes se posaient effectivement en milieu urbain uniquement ou si c'était beaucoup plus récurrent en milieu rural. Mais vous avez, pour la maritime, nous avons 100%. Mais les autres régions, c'est la Kara, c'est la savane, c'est les plateaux. Donc toutes les régions sont... en tout cas victime de ce fléau. Ce n'est plus une question urbaine, mais l'ampleur et puis les facteurs divergent. On pourra revenir. Oui, justement, vous nous tendez une perche pour aborder les facteurs de ce phénomène. En première ligne, est-ce que ce sont les enseignants qui ont failli à leur devoir, ceux qui ont la responsabilité de former ces personnalités, de former des âmes, de donner du contenu à ces personnes? Est-ce que c'est eux qui sont en cause, le personnel enseignant, Monsieur Diabigou? Non, je pense que c'est trop facile de renvoyer la balle aux enseignants. Je pense que beaucoup de personnes ont failli, à commencer par les parents. Alors, prenons les choses une à une. Une à une. Selon vous, quelle est la faute, entre guillemets, des parents de ces élèves qui se livrent à des scènes pas souhaitables quand même en milieu scolaire? D'abord, au niveau des parents, je pense qu'il y a un problème d'éducation à la base. Quand on était plus petit, pour revenir un peu à ce qu'il disait tantôt, que le phénomène existe, hein, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Mais en milieu rural, on sait que des phénomènes comme ça existent dans les champs. C'est des choses qui ont toujours existé et ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport à la faute des parents, c'est que la question de l'éducation pose problème. De quelle façon? De quelle manière? D'abord, je pense que les parents ne prennent pas le temps de discuter de la sexualité avec leur enfant. Et puis, secondo, il y a aussi, sur le plan religieux, avant, on éduquait les gens dans la crainte de Dieu. Et on essayait de culquer certaines valeurs aux enfants. Mais aujourd'hui, bon, avec la mondialisation, avec la course effrénée, hein,
à la recherche de l'argent, les parents n'ont pas le temps, ne mettent pas suffisamment de temps à la disposition de leur enfant pour discuter des problèmes et leur faire connaître véritablement la vie. Alors, docteur Akapo Ariagnon, il semble dire qu'il y a un problème dans la transmission des valeurs au niveau de la structure familiale. On va prendre les causes une à une. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau également, il y a des soucis à se faire? Alors, merci, chers collègues. Dans une perspective purement sociologique, d'abord, je sais que la discipline sociologique nous donne assez d'éléments de compréhension sur ce phénomène. Nous sommes vraiment au cœur de la sociologie de la famille et de la sociologie de l'éducation. Nous sommes à la frontière de la sociologie de l'éducation et à la frontière près de la sociologie de la famille. En réalité, ce que le collègue voudrait traduire par son intervention, c'est que les questions de sexualité sont demeurées des questions tabous en Afrique. Ça, c'est un constat partagé et documenté. Et parler de sexe avec son enfant, c'est mal perçu. C'est perçu comme le fait de donner l'opportunité à sa fille ou à son garçon de pouvoir se livrer au sexe. Donc, il n'y a pas de discussion entre familles, entre parents et enfants. Et je m'en souviens bien pour citer un peu une étude que nous avons aussi menée sur le plan national, qui cherchait à comprendre s'il y avait des facteurs de discussion entre parents et enfants. Vous imaginez que 70% des garçons ne discutaient pas avec leurs parents. Et c'est pareil pour les filles, dont la proportion se situe entre 54%. Et ça peut être plus grave que ça. Est-ce qu'entre époux, cette discussion même existe? Oui, justement, j'ai parlé de l'absence donc de discussion, de cette peur de discussion sur des questions de sexualité entre enfants. Oui, mais ça veut dire que d'abord aussi, parce ça que veut dire que qu'entre époux, même le problème existe. Entre époux, il y a aujourd'hui des approches qui nous permettent de comprendre que les discussions sur la planification familiale sont en train d'être menées. C'est maintenant que ces différentes interventions sont en train de voir le jour pour favoriser une discussion entre conjoints. Ça n'existait pas. Ce n'est pas seulement entre adolescents, mais entre conjoints. Bon, ce n'est pas récurrent. Donc, mais quel est le problème? Parce que au niveau des adultes, ça se pratique. Hein. Pourquoi pas sur le plan théorique? Pourquoi les époux ne prennent pas le temps de comprendre le phénomène, de s'interroger, de voir comment s'améliorer, de voir comment engager ces discussions? Qu'est-ce qui fait le blocage au niveau des adultes? Oui. La compréhension au niveau des adultes nous amènerait à avoir un éclairage sur ce qui se passe entre parents et enfants. Oui, en réalité, la discussion entre conjoints elle est souvent difficile entre conjoints. Donc, du coup, entre adolescents, de parents à enfants, ça ne se vit pas. Et la conséquence, c'est que quand on a cherché à comprendre à qui les enfants font confiance, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils font confiance à leurs amis. Et à leur père. Hein. Et à leur père. Donc, ça devient complexe, surtout que les pères n'ont pas toujours la bonne information sur la sexualité. Donc, raison de plus pour que les discussions soient instaurées, les bonnes discussions. Encore faudrait-il que les parents soient informés de ces informations. Justement, est-ce que les parents sont informés? Est-ce que les parents sont formés? Est-ce qu'il y a une école de la sexualité? Où est-ce qu'elle s'apprend, Alex Djabigou? Bon, à mon avis, elle s'apprend. Où? Elle s'apprend avec la vie. Elle s'apprend avec la vie. La sexualité, il n'y a pas une école à proprement parler. C'est comme me demander, voilà, comment organiser sa vie. Hein. Est-ce qu'il y a une école, il y a une faculté? À ma connaissance, non. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas là le manquement? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un canal de socialisation oui, qui aborde ces questions de sexualité? Oui, avant d'aborder cette question, je pense que l'autre problème, pour aller dans le sens de... Les raisons qui font qu'aujourd'hui, on assiste à cela, c'est qu'il
qu'il y a un problème de communication entre même les adultes, c'est les pesanteurs socio-culturels. Lorsque le sexe est un sujet tabou, à la limite, c'est considéré comme quelque chose de sale de parler du sexe. Même dans nos communautés, dans nos langues, on n'appelle pas le sexe par son nom. On utilise toujours des noms détournés, la chose. Oui, parce que c'est sacré, mais cette dimension sale dont vous parlez... Sacré, je ne sais pas si c'est ça, mais ce qui est... Ce que je veux dire, c'est que le constat est là, c'est que le sexe, le sujet, parler du sexe dans notre environnement est un sujet tabou. À commencer entre même les adultes. Les couples ne communiquent pas. Je ne suis pas un spécialiste des questions de la sexualité, mais même les couples ne discutent pas de la sexualité. Oui, mais prenons des exemples, comment on va dire, simples. Hein. Vous, à la base, il me semble que vous avez déjà fondé une famille. Est-ce qu'il vous arrive de discuter entre époux de cette question sur le plan théorique? Je sais que la pratique, je présume que vous devez être assez bon dans ce domaine-là, mais au niveau théorique, en tout cas régulier. Mais au niveau théorique, est-ce que vous en discutez entre vous de façon décontractée? De façon décontractée, je pense que oui, moi personnellement. Mais la question de la pudeur, nous ne sommes pas éduqués de la même manière. Et imaginez quelqu'un qui est né dans une famille purement religieuse, où la question de la sexualité n'est jamais abordée. C'est clair que cette personne, lorsqu'elle va grandir, lorsqu'elle va devenir responsable, elle aura du mal à s'exprimer, à parler de la chose. Docteur Kapo Ariagnon, pourquoi dans les curricula de formation on ne rencontre nulle part des traces de l'éducation sexuelle, des modules de formation à la vie sur ces questions? Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème, la difficulté finalement entre adultes de discuter de cette question? Je l'ai dit tantôt, nous venons de très loin. De très très loin. L'Afrique revient de loin. Et si je dis l'Afrique revient de loin, c'est par rapport à toutes les transformations sociales, toutes les mutations sociales que nous subissons, que nous avons subies et que nous continuons pas à subir. En réalité, les questions de sexualité, nous l'avons dit tout de suite, on n'en parle presque pas. Si tu reviens à la maison et tu dis à papa, je veux que tu me parles de sexualité, le jour-là, on va te dire que voilà, tu es gâté. Donc, mais dans certains milieux, quand même, à travers les initiations, on remarque qu'on parle quand même de sexualité dans certains peuples, enfin au niveau de certains peuples. Je prends les Kabyles par exemple, à travers l'initiation actuellement. Est-ce qu'on ne parle pas de sexe chez les Bassa, l'initiation de l'adolescent? Est-ce que à ces niveaux-là, je ne sais pas comment ça se fait, je ne suis pas Kabyle, je ne suis pas Bassa non plus, mais au niveau, à travers ces formes d'initiation, est-ce que c'est pas une façon d'apprendre la sexualité? Je pense que ces initiations ont des visées spécifiques. C'est de préparer la jeune fille au foyer. Ouais. C'est aussi clair que ça. Hein. Donc, quand on initie la jeune fille, on le fait à Kwema, par exemple, c'est pour la préparer. Parce que communautairement, si tu n'as pas fait cette cérémonie et tu fondes un foyer, on te regarde comme une fille frigide, une fille mal vue. La communauté ne t'accepte pas et votre foyer n'a pas de valeur aux yeux des anciens du milieu. Donc c'est pour ça que il faut initier la jeune fille très tôt à cette pratique coutumière pour à long terme valoriser son mariage et puis pour que elle ait la valeur qu'il lui faut dans la communauté le jour où elle va se marier. Donc, c'est cette dimension que ça revêt avec ces... Ça n'a pas la dimension que nous percevons aujourd'hui pour la préparer à se prémunir des grossesses précoces et à développer une certaine capacité à dire non à un garçon qui essaye de lui dire que voilà, ça ne fait rien. Parce que nous allons revenir aussi à cela. C'est dans un environnement dans lequel le garçon, tel que nous le connaissons, essaie d'amadouer la jeune fille, de lui courir. Si la jeune fille est préparée à la maison, parce que tel que le dit Diokam, l'enfant est d'abord à la famille.
Avant d'arriver à l'école, l'enfant appartient à la famille. Donc, quel est le rôle de la famille dans cette perpétuation de ce phénomène-là? Si la famille prend cette disposition pour fournir les bonnes informations à la jeune fille ou au jeune garçon, les deux, je pense que quand elle sortira, même si c'est dans un univers scolaire, lorsqu'elle aura des informations contradictoires, elle reviendra poser des questions. On va évoluer sur cette question en vous renvoyant à deux questions précises. Au niveau des parents, est-ce que les parents eux-mêmes ont les informations nécessaires pour pouvoir transmettre les valeurs qu'il faut? De deux, est-ce que ces parents ont le temps nécessaire pour assurer cette forme d'éducation? Bien, je suis totalement d'accord avec vous. Nous n'avons pas tous les mêmes informations. Encore faudrait-il qu'on vous les donne. Et si d'abord nous sommes formatés depuis, vous êtes parents, vous avez été formatés dans cette logique selon laquelle le sexe est un sujet tabou, on n'en parle même pas. Et quand la maman cherche à en parler, quand la fille commence par faire des menstrues, quand on en parle, ce n'est pas pour la protéger, donc, etc., etc. Donc, les parents n'ont même pas les bonnes informations et ne veulent même pas en parler. Donc, il faut déconstruire, en fait, les schèmes de pensée qui... en tout cas, les obstacles, en tout cas, qui font que les parents même n'acceptent pas le sujet. Nous sommes ici en train de débattre, mais tous les parents ne sont pas d'accord qu'on puisse parler de la sexualité. À partir de ce moment, il y a un problème qu'il faut régler d'abord et fournir la bonne information sur la sexualité à la famille. Le temps maintenant, à l'Est Djabigou, les parents ont de moins en moins de temps. Le père s'en va très tôt, la mère aussi. Alors, ça pose problème. On passe beaucoup moins de temps avec les enfants. Oui, ça pose problème, mais je pense que c'est une question d'organisation. Et chaque parent un parent qui veut trouver du temps à passer avec ses enfants peut le faire. Mais théoriquement, un père qui s'en va à 6h et rentre à 20h, la mère aussi. Alors, où allez-vous trouver le temps pour d'abord voir ce que les enfants font et ensuite leur transmettre des valeurs? Tout à fait, tout à fait. Je disais que c'est une question d'organisation. Oui, alors. Même lorsque vous quittez à 6h et que vous rentrez à 20h, le minimum voudrait pour un parent, lorsque tu rentres à 20h et que même les enfants sont au lit, de passer dans la chambre des enfants pour s'assurer qui sont au lit. Et parfois, tu peux trouver un enfant qui n'est pas encore endormi et qui a quelque chose à partager avec toi. Et tu peux le faire. Maintenant, il y a les week-ends, il y a les jours fériés. C'est vrai que par rapport à un passé récent, le facteur temps, le facteur disponibilité a changé. Mais les gens doivent également changer avec le temps, s'organiser pour trouver le temps pour leur famille. Si nous travaillons, le travail qu'on fait, c'est pour qui? C'est pour la famille. Docteur Akapoagnon, est-ce qu'il ne faut pas mettre en cause aussi l'organisation sociale, notamment la distribution du travail? Est-ce que c'est encore dans ce contexte-là bien séant que père et mère s'en aillent et laissent un peu les enfants à eux-mêmes? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur la façon de garantir la présence d'un des membres de l'autorité parentale? Merci pour la question. C'est assez compliqué, surtout que nous n'avons pas les mêmes... nous n'avons pas les mêmes professions. Vous comprenez que cette structuration pose problème, en fait. Dans la pratique, ça pose problème. Vous avez un parent qui doit apporter de la nourriture. Vous avez la dame qui doit aussi apporter. Pour pouvoir arrondir la fin du mois, vous ne pouvez pas non plus sacrifier un parent... Donc, c'est la question de l'éducation des enfants dans la structure familiale. Dans la structure familiale, encore faudrait-il que les revenus puissent permettre de pouvoir satisfaire... c'est une question de survie collective, en fait, qui amène les parents à cela. Mais en même temps, pour garantir l'éducation des enfants, il va falloir que
les familles s'organisent, comme il l'a dit, ne serait-ce que pour peut-être faire une reconversion d'activité, pour s'assurer quand même un minimum de regard sur les enfants. Et moi, j'ai très bonne souvenance aussi de la remarque que la grand-mère avait faite à une de nos sœurs. Elle dit, tu sors de cette maison avec cette tenue. Moi, j'étais adolescent, mais je l'ai gardé en tête. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, à partir de ce jour, elle n'a plus porté, jusqu'à ce qu'elle ne se marie, elle n'a pas porté de cette tenue extravagante-là. Donc, il y a quand même le regard du parent, le regard de contrôle sur l'enfant qui lui garantit en tout cas un certain équilibre. Ce que l'école ne peut pas faire à tout point de vue. L'école est là pour transmettre des connaissances, complète la mission de socialisation de l'enfant. Moi, j'ai rencontré des directeurs de lycée, des proviseurs de lycée dans mes recherches, dans les plateaux. Le proviseur s'est plaint du fait que l'école est devenue une institution où on apprend tout, où on veut que l'école fasse apprendre tout à l'enfant, ce qui n'est pas possible. L'école a une matière, il y a une listing de matières qu'il faut en tout cas épuiser avant la fin d'année. L'école ne peut pas apprendre tout à l'enfant, en fait. C'est ça la réalité. Les parents doivent comprendre cela. Oui. Alors, si je comprends bien, il y a une forme de démission des parents qui sont livrés aussi à des contraintes de temps. Il y a le tabou social, la société aussi est mise en cause. Bon, on comprend, d'autres panélistes vont réagir à ces analyses, mais est-ce que les enseignants, le corps enseignant, est-il, comment on va dire, indemne de critique dans ce phénomène que nous évoquons? Est-ce que la surveillance est bien assurée? Pourquoi ces scènes se passent dans des écoles? À quel moment ces scènes se passent? Pourquoi il n'y a pas un œil, une surveillance de ces milieux scolaires? Alex Djabigou. Oui, dans votre question, vous avez évoqué la question du moment. C'est une question d'organisation. Les enseignants ne sont pas là tout le temps. Mais il y a des pauses midi. Les enseignants aussi ont leur vie. Je ne dédonne pas entièrement les enseignants. Certes, j'ai dit que les enseignants, il ne faut pas tout de suite rejeter la responsabilité sur les enseignants. Mais quelle est leur part de responsabilité? Ils ne doivent pas passer leur vie dans les salles de classe. Mais il y a quand même des surveillants, il y a des élèves, des majors de classe. L'autorité doit être relayée au niveau des classes. Ouais, mais le major de classe, c'est aussi un enfant. C'est aussi un enfant, c'est un élève. Donc, je disais que la responsabilité des enseignants peut, même si, comme il l'a dit, on n'apprend pas tout à l'école, les enseignants peuvent trouver des brèches. Moi, je me rappelle, quand on faisait les cours de sciences nat, c'est vrai qu'on n'apprend pas la sexualité comme ça, mais on a quand même, dans notre cours de biologie, on aborde des questions liées à la sexualité. Et un bon prof de biologie, par exemple, lorsqu'il arrive là, il ne doit pas se cantonner à l'aspect... Le professeur de biologie, est-ce qu'il intervient sur des questions morales? C'est des questions de valeur. C'est ce que je voulais... C'est à là que je voulais en venir. Il ne va pas se cantonner à l'aspect scientifique, à l'aspect empirique de la chose, mais il doit également intégrer la partie morale. Et puis, parlant de morale, moi je me rappelle quand nous étions enfants, je ne sais plus si, je ne connais plus les curricula au niveau primaire, mais quand on était enfant, on avait des cours qu'on appelait, qui étaient intitulés leçons de morale ou civisme. À ces cours, les enseignants peuvent également passer le message. Et je vais même plus loin. Quand moi j'étais au collège, nous avions des cours qu'on appelait des cours de religion, où c'est un prêtre qui venait nous faire des cours, un prêtre catholique. Ça n'a rien à voir. Ce cours, prime abord, moi j'avais pensé que c'était pour nous parler de la Bible. Mais non,
quand on faisait ce cours-là, c'était plus pour nous apprendre comment apprendre la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle, on a souvent dit la question de l'adéquation de emploi-formation. Mais il faut aussi une adéquation du savoir-vivre et du savoir-être. Parce que c'est l'un des éléments clés sur lesquels les recruteurs, tu as beau être bon, mais si tu ne sais pas vivre en société, si tu ne sais pas bien te comporter en société, c'est l'un des éléments sur lesquels les recruteurs mettent l'accent. Donc je pense qu'au niveau de l'école également, il faudrait que les enseignants intègrent cela, pas forcément de façon formelle, mais que ces discussions viennent de temps en temps pour apprendre des choses aux enfants, aux élèves, sur le comment se comporter, le comment utiliser les nouvelles technologies. Parce que la question aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas, comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas parce que ça n'existait pas. C'est la vulgarisation aujourd'hui qui a amené qu'aujourd'hui qu'on parle de ça. Donc, docteur Kapoyayon, alors, est-ce que l'école a failli à son devoir? Merci Gilles. Quand vous êtes parent et que dans votre maison il y a du bruit, il faut se remettre en cause. Il ne faut pas dédouaner les enseignants. Nous avons notre part de responsabilité, puisque c'est dans notre maison. Une institution scolaire qui a des portes fermées, qui a des surveillants, qui doivent veiller à l'entrée et aux sorties des apprenants, doit se remettre en cause. Tout le personnel enseignant, c'est une remise en cause. Tous les directeurs doivent se remettre en cause. Mais si c'est dans des salles de classe, est-ce que c'est des... Moi, je ne maîtrise pas les heures auxquelles ces scènes se sont produites, mais il faut toujours mettre en contexte, problématiser l'encadrement et la discipline. Quelle est la discipline qui est instaurée dans l'école? Quand les cours sont achevés, s'il y a devoir surveiller, le surveillant sait qui est là à l'école. Combien d'élèves sont là pour le devoir? Il le sait. Mais à partir de quel moment ces scènes se sont produites? L'administration doit répondre à cette question. Okay. Et je vais ajouter l'aspect de l'environnement scolaire, parce qu'on a vu dans les vidéos de la drogue circuler et être fumée, vue au sud de tout le monde. Alors, comment on en arrive à ces extrémités sans que l'autorité scolaire soit au courant? Je crois que pour la drogue, ça circule à travers les téléphones portables, donc ça se met sous les batteries, etc. Ça se passe assez fréquemment. Il y a des études qui ont montré, en tout cas, l'utilisation de la drogue en milieu scolaire. Ils mettent ça dans les téléphones, ils ont des supports, etc. Mais là encore, la question reste posée. Les scènes se sont produites dans les établissements scolaires. Et l'administration, elle était où? Moi, je me remets en cause quand je suis responsable d'une institution. Je dois me remettre en cause en toute honnêteté. Le surveillant, il était où? Si c'est dans des salles de classe que j'ai bien vu, ça remet en cause, en tout cas, une certaine organisation de l'école. Pas nécessairement des écoles qui sont citées, mais... Oui, du sexe à l'école, est-ce que c'est pas à mettre en ligne directe avec la consommation de la drogue? Est-ce que la drogue ne prédispose pas à ce genre de comportement? Le vrai problème, est-ce que ça ne devrait être pas la surveillance de l'entrée de la drogue à l'école? Alex Djabigou. Oui, ça c'est un véritable problème. C'est vrai que... Mais est-ce que les enseignants ont les moyens de pouvoir contrôler cela? Est-ce que d'abord ils sont outillés? Il l'a dit tantôt. C'est au travers d'une étude. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'on pouvait mettre de la drogue dans une batterie. Et cette question de la drogue à l'école, c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas. Tout comme pour la sexualité, ça ne date pas d'aujourd'hui.
la boisson également est une forme de drogue. Moi, je viens de la savane. Vous savez, chez nous, nous sommes notre palmarès dans ce domaine n'est plus à démontrer. Donc vous quittiez les scènes de récréation pour aller prendre du tchakwalo. Les scènes de récréation, il arrivait que nos collègues, nous-mêmes, nos camarades qu'on quitte pour aller prendre du tchakwalo aux heures creuses. Et vous savez aussi la configuration de nos établissements. Je suis d'accord qu'on dise que on peut contrôler les choses. La responsabilité, je ne donne pas les enseignants, certes, mais combien d'établissements sont véritablement clôturés? Oui, même dans des établissements clôturés, la drogue circule. Oui, j'en viens. Quelques études, j'ai vu. J'en viens. Combien d'établissements sont clôturés? Même dans les établissements clôturés, vous connaissez la configuration des établissements, c'est plusieurs classes. Et je dis, un enseignant je ne dédonne pas les enseignants, encore une fois, un enseignant ou bien un surveillant, a également ses heures de pause. Et puis vous savez, moi j'ai à l'école, peut-être que mes collègues qui me suivent pourront témoigner, j'étais un dur. J'étais un véritable dur. J'avais tous les moyens pour détourner l'attention de l'enseignant. Lorsqu'un élève le veut, c'est très facile de détourner l'attention de l'enseignant. Quel que soit le mécanisme qu'on mettra, moi je pense que parler de surveillance, c'est s'attaquer aux conséquences. Il faut résoudre le problème à la racine. Et résoudre le problème à la racine, comme on le disait tantôt, ça part par une éducation de la vie, une éducation sexuelle, une éducation des conséquences qu'on peut avoir en utilisant de la drogue, en prenant de l'alcool, en désordre, une éducation de l'utilisation anarchique en exposant sa vie sur les réseaux sociaux. Oui, docteur Akapoyeyon, le problème c'est que certaines de ces scènes ont été filmées dans des écoles d'obédience confessionnelle, religieuse. Ça pose un double problème. Ça veut dire que la religion aussi, quelque part, a échoué dans sa mission. Bon, dire que la religion a échoué, je le prends en griffe. Il y a des brebis galeuses. Je crois que on ne peut pas dire que... Mais il y a une double barrière dans des écoles confessionnelles où non seulement on apprend, on a du contenu laïque, mais une surveillance religieuse. Ces écoles sont plus, entre guillemets, surveillées que les autres. Oui, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas le fait religieux qui est à problématiser à ce niveau, à mon sens. Mais même à l'église, malgré tout ce que le pasteur dit, on a toujours des brebis galeuses. Ça arrive toujours. Mais ce n'est pas pour autant que l'institution ecclésiastique, qui est une institution scolaire d'obédience religieuse, ne va pas poursuivre ces actions. Je sais, pour avoir fréquenté une école confessionnelle, tout le monde n'est pas correct. Malgré tout ce qu'on a fait, tout le monde n'était pas correct. Il y avait un surveillant à la porte. Quand vous rentrez, quand vous portez une mini-jupe, il vous retourne devant votre père. Vous retournez. Si vous amène un véhicule, vous retournez à la maison, vous changez. Et c'est comme ça, en tout cas. Justement, est-ce qu'il fallait résoudre les problèmes à ce niveau? Est-ce qu'il faut s'attaquer aux conséquences ou apprendre, expliquer à l'élève pourquoi on lui demande de ne pas porter ce genre de vêtements, d'accoutrements? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on pêche généralement? Je pense qu'il faut faire les deux. L'école, ce n'est pas un dépotoir. C'est une institution étatique. Et l'État a le rôle régalien de structurer l'école. L'État est le garant d'une autorité morale, une autorité, la représentation sociale de notre société, c'est l'État en fait. Et donc, l'image de notre société de demain, c'est l'État qui le structure, qui la gère. Donc, pour revenir à votre question, autant je suis parfaitement d'accord qu'il faut éduquer les jeunes adolescents, parce que
à une prise de conscience. Si on ne le gère pas, l'adolescence, c'est la période de tous les âges. Hein. Vous aurez beau prendre conscience, mais il faut accompagner l'adolescence. C'est un âge assez fragile où, de tout point de vue, on oublie facilement et on oublie qu'on vous a... on vous a interdit tout, on peut tout oublier. L'adolescent a besoin de l'encadrement. Et ça, je pense que les institutions scolaires doivent renforcer, en tout cas, un minimum de rigueur dans la discipline, dans le règlement intérieur qui est les leurs. Sinon... Quid de la responsabilité des pouvoirs publics? Parce que l'école est sous l'autorité des pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'ils ont failli aussi à leur devoir? Bon, les pouvoirs publics, moi je pense que tout le temps, en tant que citoyen lambda, on a tendance à envoyer tout, à renvoyer la balle au pouvoir public. Comme je l'ai dit tantôt, et comme le docteur l'a dit, la responsabilité est partagée partout. L'État a une certaine responsabilité de former d'abord les enseignants. L'État a une certaine responsabilité par rapport à en édictant des règles qui doivent prévaloir dans un établissement. L'État a une certaine responsabilité là où, par rapport à cette question de choses, même avant d'obtenir un agrément, ils doivent édicter des règles pour un minimum. Ne crée pas une école qui veut, par exemple. Mais je pense que la question, renvoyer la question au niveau de l'État, c'est vraiment, encore une fois, s'attaquer aux conséquences. Pas forcément. Je prends l'exemple de la drogue en milieu scolaire, par exemple. Est-ce qu'il existe une vraie politique de lutte contre ce phénomène de sensibilisation contre la drogue, l'utilisation de la drogue en milieu scolaire? Ça revient à l'État. Oui, pas seulement en milieu scolaire. La drogue est un... Oui, mais puisque c'est de ce milieu que nous parlons, ce phénomène, par exemple, qu'est-ce qui est fait là-dessus? Bon, là, je vous l'accorde. L'État, à travers le ministère, certains ministères comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Action sociale, doivent augmenter les sensibilisations. Même vous, en tant que journaliste sur les chaînes, vous devez également passer le message tout le temps. Mais ce que je dis, la responsabilité n'est pas seulement... Il ne faut pas qu'on jette la balle à l'État. C'est trop facile de dire que l'État a failli. Là, ceux qui ont failli, c'est nous les parents. Ceux qui ont failli, c'est aussi les enseignants. Et maintenant, l'État peut venir s'il faut faire une hiérarchisation, peut-être en troisième position. Docteur Jean-Paul? Bien, je semble être d'avis avec Alex. Je l'ai dit tout de suite, hein, le rôle de l'État, c'est de poursuivre la mission de socialisation qui a démarré dans la famille. Donc, vous comprenez que lorsque dans la famille, il y a des ratés, c'est difficile que l'école puisse coller les brèches. L'école va essayer de coller les brèches. Donc, c'est une socialisation complémentaire de la famille à l'école, de l'école à la famille. Donc, maintenant, pour l'État, il est le garant de la mise en œuvre de la politique éducative, ça nous le savons bien. Et donc, lorsque les choses se passent de cette manière, il n'y a pas un autre représentant aussi indiqué que le ministre en charge de l'éducation primaire. Je pense que... mais encore une fois, si à la base, les parents jouaient leur rôle de communication pour préparer l'enfant à une vie sexuelle responsable, si nous n'avons pas des ratés au niveau donc de l'institution scolaire, s'il y a un contrôle, en tout cas au niveau de l'institution scolaire en termes d'instauration d'une discipline, etc., on saurait qui est brebis galeuse et qui ne l'est pas. Mais il y a quand même des questions précises qui se posent. L'utilisation des smartphones, des téléphones et consorts à l'école, il faut que l'État donne des directives. L'utilisation de la drogue à l'école, quelle politique est mise en place pour
la lutte. Donc, ces questions sont précises. Est-ce que là, vous ne voyez pas que... Non, justement, j'ai partagé votre point de vue selon lequel l'État, donc, c'est celui qui est le responsable de la mise en œuvre de la politique éducative et le ministre doit pouvoir se prononcer sur ces questions d'usage du téléphone, des smartphones, parce que c'est toujours dans ces supports que circulent ces vidéos, etc. Donc, il faut qu'on dise clairement quelles sont les sanctions parce que finalement, on n'est pas à l'école pour ça, en fait. Ouais, justement, vous nous faites une belle transition parce que nous évoquerons la question des sanctions. Quelles mesures disciplinaires à l'encontre des élèves ou des structures scolaires dans lesquelles ces sextapes ont été détectés? Que faudra-t-il dire encore? Quel est le rôle de la télévision dans l'expansion de ce phénomène? Finalement, quelle réponse la société peut-elle apporter à ce phénomène? On en parlera au cours de la seconde partie où nous aurons, si tout va bien, le député togolais Jerry Tama, de même que le métaphysicien Elmantio Gerson, pour nous apporter son éclairage sur la question. Vous aussi, vous avez commencé par nous écrire en grand nombre sur la question. Vous pouvez nous envoyer vos questions à travers nos réseaux sociaux Facebook, compte Twitter et WhatsApp. À tout de suite après cette pause journal. À tout de suite.